C'est mignon, ça. Vous croyez que c'est vous qui commandez ici? Par une soirée de vendredi bondée, deux sœurs jumelles noires, Daniel et Dominique Carter, ont été harcelées, menacées et arrêtées par des flics ivres, en congé, qui abusaient de leur pouvoir, dans un bar local. Moquées pour leur apparence, traitées comme des étrangères et malmenées devant des témoins silencieux. Elles ont été exhibées comme des proies faciles, des femmes à humilier, des victimes sans aucun pouvoir de riposte. Mais les agents n'avaient aucune idée de qui ils étaient en train de menotter. Avant cette nuit, les sœurs Carter avaient survécu à des batailles plus rudes, aguerries par des années en tant qu'agentes du FBI. Les flics pensaient briser deux femmes. En réalité, ils allumaient leur propre chute. Avant d'aller plus loin, commentez d'où vous regardez dans le monde et assurez-vous de vous abonner, car l'histoire de demain est une que vous ne voulez pas manquer. Les bavardages habituels du vendredi soir dans le bar se sont tus alors que Daniel Carter fixait du regard les yeux injectés de sang du sergent Rick Dalton. Les lumières du plafond captaient l'insigne de police toujours accroché à sa ceinture, un rappel brutal du pouvoir qu'il exerçait même en étant en congé et ivre. J'ai dit, reculez, répéta Daniel, sa voix ferme et stable. Elle resta assise, mais redressa le dos, refusant d'être intimidée. Le sourire narquois de Rick s'accentua alors qu'il se penchait, l'odeur de whisky lourd sur son haleine. Ou quoi, ma jolie? Tu vas me forcer? Sa carrure imposante dominait leur table, projetant une ombre sur les visages des sœurs. L'officier Mark Stevens ricana, un son bas et laid. Il se positionna derrière la chaise de Dominique, posant ses mains épaisses sur le dossier. On est juste amicaux. On ne vous apprend pas les bonnes manières d'où vous venez, les filles? Les doigts de Dominique se serrèrent autour de son verre, mais son visage resta calme. Elle jeta un coup d'œil à Louise derrière le bar, qui essuyait le même endroit encore et encore. Sa mâchoire se serra tandis qu'il observait la scène se dérouler. Le plus jeune officier, Kyle Boyd, vacillait légèrement sur ses pieds. Regardez ces courbes, bredouilla-t-il, faisant un geste exagéré en forme de sablier avec ses mains. Vous devez être jumelles. Double dose de chocolat. J'ai raison, sergent? Plusieurs clients se sont agités mal à l'aise sur leur siège. Une femme au bar attrapa son sac à main et s'éclipsa discrètement par la porte. La musique semblait s'estomper en arrière-plan, ne laissant que la lourde tension dans l'air. Dernier avertissement, dit Daniel, ses yeux sombres ne quittant jamais le visage de Rick. Partez tant que vous le pouvez encore. Rick attrapa une chaise vide d'une table voisine, la traînant sur le sol avec un grincement qui fit grimacer tout le monde. Il la fit pivoter et s'assit à califourchon, le dos tourné vers le dossier, s'approchant inconfortablement de Daniel. C'est mignon, ça. Vous croyez que c'est vous qui commandez ici? Il regarda par-dessus son épaule ses collègues officiers. Ces dames semblent avoir oublié à qui appartient cette ville. Les mains de Marc glissèrent de la chaise de Dominique à ses épaules. Elle resta complètement immobile, son expression se durcissant comme la pierre. Ne me touchez pas, dit-elle doucement, chaque mot précis et mesuré. Ou quoi? Marc lui serra les épaules. Vous allez appeler la police? Les trois officiers éclatèrent de rire à sa blague. Louis apparut à leur table, tenant un plateau de verre vide comme excuse. Messieurs, peut-être devrions nous arrêter, Louis. Rick répliqua sèchement sans le regarder. Retourne faire la vaisselle avant que je ne décide de vérifier tes papiers à nouveau. Le visage de Louis devint rouge, mais il tint bon. Sergent, je ne veux pas d'ennui dans mon bar. Kyle trébucha, heurtant la table et renversant les verres des sœurs. Alors dites à ces snobinards de, choisissez vos prochains mots très attentivement, intervint Dominique, sa voix glaciale. Oh oui. Kyle se pencha, plaçant son visage à quelques centimètres du sien. Ou qu'est-ce que tu vas faire à ce sujet, ma belle? De plus, en ressemblant à ça dans ce short, tu cherches juste les ennuis. La main de Daniel se dirigea vers son sac à main, mais Dominique croisa son regard et fit un subtil hochement de tête. Ce n'était pas le moment, pas encore. Rick remarqua l'échange et sourit davantage. Vous avez quelque chose dans ce sac que vous voulez partager avec la classe, princesse? Juste mon rouge à lèvres, répondit Daniel calmement. Bien que je doute que ce soit votre teinte. La prise de Marc sur les épaules de Dominique se resserra. Vous savez quel est votre problème? Aucun respect pour l'autorité. Mais on peut arranger ça, n'est-ce pas, les gars? Un jeune homme à une table dans le coin sortit son téléphone, le pointant discrètement vers la scène. Kyle le remarqua et s'élança vers lui, mais le sifflement aigu de Rick l'arrêta. Plus tard, dit Rick d'un ton significatif. Il se retourna vers Daniel, abandonnant toute prétention à l'humour. Voici ce qui va se passer. Vous allez vous excuser pour votre attitude, nous offrir une tournée de boissons, et peut-être que si vous demandez gentiment, nous oublierons cette petite démonstration d'irrespect. Daniel but une gorgée lente de sa boisson, puis la posa délibérément. Voici ce qui va réellement se passer. Vous allez retirer vos mains de ma sœur, reculer de notre table et nous laisser tranquilles. Parce qu'en ce moment, vous faites une très grosse erreur. Ça sonne comme une menace, dit Rick, sa voix tombant dangereusement bas. Mark, Kyle, avez-vous entendu une menace? Bien sûr, sergent, dit Kyle avec empressement. Clairement une menace envers un officier, acquiesça Mark, ses doigts s'enfonçant dans les épaules de Dominique. Le sourire narquois de Rick devint prédateur. Maintenant, c'est une infraction grave. Nous pourrions devoir vous emmener en ville, vous apprendre les bonnes manières. Les sœurs échangèrent un autre regard, une vie de communication silencieuse passant entre elles en un instant. La tension dans le bar avait atteint un point de rupture, comme un élastique étiré à sa limite. Les trois officiers se rapprochèrent, formant un cercle étroit autour de la table des sœurs.
Les yeux de Rick parcoururent leur corps avec une faim non dissimulée, s'attardant sur leurs jambes, exposées par leurs shorts. Regardez ça, dit Rick d'une voix traînante, poussant Kyle du coude. Les jumelles partagent vraiment tout, même leur goût pour les tenues. Le visage de Dominique resta neutre, mais sa mâchoire se serra. Elle avait eu affaire à des hommes comme ceux-ci toute sa carrière, d'abord dans les services communautaires et maintenant au bureau. Leur genre de pouvoir venait du fait de faire en sorte que les autres se sentent petits. Ses hanches, par contre, dit Kyle en se léchant les lèvres. Je parie que vous savez bien danser, les filles. Il commença à balancer ses propres hanches dans une imitation grossière. Mark ricana, son souffle chaud sur le cou de Daniel. Qu'est-ce que vous dites, mesdames? Donnez-nous un petit spectacle, puisque vous êtes habillés pour ça. Les quelques clients restants évitaient ostensiblement de les regarder. Louis avait disparu derrière le bar, probablement en train d'appeler quelqu'un à l'aide. Mais les sœurs savaient mieux que d'attendre des renforts dans une ville où ces hommes régnaient en maître. Reculez. Daniel avertit à nouveau, sa voix portant dans le bar maintenant silencieux. Vous êtes ivre et vous vous ridiculisez. Le visage de Rick s'assombrit. Se ridiculiser. Il désigna leur tenue. Vous venez ici habillés comme ça, exhibant ce que votre maman vous a donné, et c'est nous les imbéciles? Nos vêtements ne sont pas une invitation, dit Dominique doucement, mais avec de l'acier dans la voix. Et votre insigne n'est pas une licence pour harceler les femmes. Harceler? Le rire de Rick était laid. Chérie, si tu ne voulais pas d'attention. Il se plaça derrière la chaise de Dominique avec une rapidité surprenante pour un homme ivre. Tu ne t'habillerais pas comme ça. Le bruit de sa main qui frappait les fesses de Dominique résonna dans le bar comme un coup de feu. Son rire suivit, fort et cruel, tandis que Dominique se levait d'un bond de sa chaise. Son visage était rouge de fureur et d'humiliation. Espèce de fils de, Daniel s'élança en avant, mais Mark était prêt. Sa masse la plaqua contre le mur, lui coupant le souffle. Il pressa son avant-bras sur sa clavicule, l'immobilisant. Qu'est-ce qu'il y a, ricana Rick, toujours trop près de Dominique. Tu ne peux pas accepter un compliment d'un officier de la loi. Il tendit à nouveau la main vers Dominique, mais elle repoussa sa main. Touchez-moi encore, dit Dominique, sa voix tremblante de rage. Et vous vous retrouverez avec un moignon. Kyle gloussa, sortant ses menottes de sa ceinture avec un geste exagéré. Le métal tinta de manière sinistre dans le silence tendu. Oh, ça c'est clairement une menace envers un officier. Autour d'eux, les clients fixaient leur boisson ou leur téléphone, les épaules rentraient. Un couple d'âge moyen près de la porte rassembla ses affaires et s'empressa de sortir. Personne ne voulait assister à ce qui allait suivre. Personne ne voulait être la prochaine cible. Quelqu'un devient très hostile, dit Mark, augmentant la pression sur la poitrine de Daniel. Peut-être devrions-nous emmener ça quelque part de plus privé. Vous apprendre le respect, mesdames. Daniel lutta contre la prise de Mark, son entraînement lui criant de riposter, de protéger sa sœur. Mais elle se força à rester immobile, sachant qu'un mauvais mouvement maintenant pourrait dégénérer en désastre. Rick se rapprocha de Dominique, utilisant sa taille pour la dominer. Son haleine empestait le whisky et la méchanceté tandis qu'il grognait. Laissez-moi vous expliquer quelque chose de très clair. C'est ma ville. Il lui enfonça un doigt dans la poitrine. Mes rues. Un autre coup. Mes règles. Kyle fit à nouveau teinter les menottes, souriant comme un enfant le matin de Noël. Et la règle numéro 1 est de ne pas répliquer aux flics. Surtout quand nous sommes si gentils, ajouta Mark, sa main libre se posant pour caresser les cheveux de Daniel. Elle secoua la tête, et ses doigts s'en mêlèrent douloureusement dans ses boucles. Rick tournait autour de Dominique comme un requin, ses yeux ne quittant jamais son corps. Voyez-vous, nous aurions pu passer un très bon moment. Aurions pu vous montrer une vraie hospitalité du Sud. Sa main s'élança, attrapant le poignet de Dominique alors qu'elle essayait de s'éloigner. Mais maintenant, vous nous avez blessés. Louis apparut au bord de la scène, le visage pâle mais déterminé. Sergent Dalton, s'il vous plaît. Ce sont des clients. Ai-je bégayé avant, Louis? La voix de Rick tomba à un dangereux murmure. Un mot de plus de votre part, et les affaires internes s'intéresseront de très près à votre arrière-salle. La bouche de Louis se referma, ses mains se serrant en poings impuissants sur ses côtés. Homme intelligent, ricana Rick. Il se retourna vers Dominique, lui tordant le poignet jusqu'à ce qu'elle allait. Maintenant, vous allez apprendre ce qui arrive quand on manque de respect aux officiers dans ma ville. Kyle s'avança avec empressement, les menottes levées. Vous voulez que je fasse les honneurs, sergent? Les dames d'abord, dit Rick, tirant Dominique plus près. Il se pencha jusqu'à ce que ses lèvres touchent presque son oreille. On ne répond pas aux flics dans ma ville. Kyle se plaça derrière Dominique avec une efficacité rodée, lui tirant brutalement les bras en arrière. Les menottes se refermèrent sur ses poignets avec un clic métallique qui sembla résonner dans le bar silencieux. Son souffle se coupa lorsque l'acier froid mordit sa peau. Kyle les serra délibérément trop fort. Pas si hautaine maintenant, n'est-ce pas? Kyle ricana, poussant Dominique vers le bas. Ses genoux heurtèrent le sol collant violemment, la faisant grimacer. L'odeur âcre de la bière renversée et des décennies de crasse assaillit son nez. Mark avait Daniel plaqué face contre le mur. Sa joue pressée contre le revêtement en bois rugueux. Elle pouvait sentir des écharpes s'accrocher à sa peau alors qu'il lui tordait les bras dans le dos. Rick fredonnait, tournant autour d'elle comme un vautour. Toute cette impertinence, toute cette corpulence ne signifie rien quand vous êtes menotté. Ses yeux parcoururent leur corps à nouveau, s'attardant là où leur short était remonté à cause des manipulations brutales. Auriez dû être gentil quand nous vous en avons donné l'occasion. Les épaules de Dominique brûlaient à cause de l'angle maladroit dans lequel Kyle tenait ses bras.
Elle pouvait sentir tous les regards dans le bar soit la fixer, soit délibérément la fuir. L'humiliation brûlait plus fort que la douleur physique, sachant que ces brutes ivres faisaient une démonstration de pouvoir. S'il vous plaît, la voix de Louis se brisa alors qu'il s'avançait, les mains levées. Elles n'ont rien fait de mal. Laissez-moi leur appeler un taxi. Rick se tourna brusquement vers lui, couvrant la distance en 2 enjambées rapides. Il attrapa Louis par le col, le repoussant contre le bar. Vous dites un mot de plus et je ferai fermer cet endroit plus vite que vous ne pouvez dire violation du code de la santé. Sa voix baissa encore, venimeuse. Combien d'illégaux vous avez dans cette cuisine, Louis? Combien de faux papiers? La bouche de Louis se referma, ses mains tremblant alors qu'il reculait, mais Dominique remarqua le mouvement subtil alors qu'il glissait son téléphone plus profondément dans la poche de son tablier. Le voyant d'enregistrement rouge clignotait régulièrement. C'est ce que je pensais, ricana Rick, se tournant vers ses proies. Une femme à une table voisine leva son téléphone, essayant de capturer ce qui se passait. Kyle remarqua le mouvement et s'élança, arrachant l'appareil de sa main. Pas de caméra, cria-t-il, jetant le téléphone. L'écran se brisa sur le parquet, des morceaux de verre et de plastique s'éparpillant sur les planches. La femme recula sur son siège, les yeux écarquillés de peur. Mark rit, utilisant sa main libre pour fouiller brutalement Daniel. Il faut s'assurer qu'elle ne cache rien de dangereux. Ses doigts s'attardèrent trop longtemps sur ses hanches, sa taille glissant sur ses côtés. Elle pourrait avoir des armes n'importe où dans ses petites tenues moulantes. Daniel se débattit contre sa prise, ce qui lui valut une poussée plus forte contre le mur. Restez immobile, grogna Mark à son oreille. À moins que vous ne vouliez ajouter résistance à l'arrestation aux accusations. Accusations, demanda Dominique, toujours à genoux. Quelles accusations? Nous n'avons rien fait. Rick s'accroupit devant elle, lui attrapant le menton. Trouble à l'ordre public, atteinte à la paix. Menace envers un officier? Son pouce effleura sa lèvre inférieure. Peut-être agression, selon votre degré de coopération. Dominique retira son visage de son contact, le dégoût évident dans son expression. Kyle réagit en tirant ses bras plus haut derrière son dos, la faisant halter. Debout, ordonna Rick en se levant. L'heure est venue de vous emmener en ville. Mark arracha Daniel du mur tandis que Kyle tira brutalement Dominique sur ses pieds. Les sœurs furent poussées vers la porte, trébuchant sous la prise de leur ravisseur. Les clients restants s'écartèrent comme l'eau, créant un chemin clair vers la sortie. Personne ne les regarda dans les yeux. Personne ne parla. Les seuls bruits étaient les pas des sœurs et le tintement des ceintures d'équipement des officiers. Quel gâchis, dit Rick, tenant la porte ouverte. Ça aurait pu être une soirée amusante pour tout le monde. Il tendit la main pour toucher les cheveux de Dominique alors qu'elle passait, mais elle se déroba malgré la prise douloureuse de Kyle. L'air nocturne les frappa comme une gifle, humide et lourd. Les lumières fluorescentes du parking projetaient des ombres dures sur la scène, rendant tout surréaliste. Une voiture de patrouille attendait, sa présence suggérant que ce n'était pas aussi spontané que les officiers le prétendaient. Mark poussa Daniel plus fort que nécessaire, la faisant trébucher. Elle retrouva à peine son équilibre, ses épaules tendues contre les menottes. Attention, ma jolie, se moqua-t-il. On ne voudrait pas ajouter une chute en état d'ivresse à vos accusations. À travers les fenêtres du bar, des visages observaient, certains inquiets, d'autres curieux, tous impuissants ou peu disposés à intervenir. Louise se tenait dans l'embrasure de la porte, son téléphone enregistrant toujours depuis la poche de son tablier, son visage un masque de rage et de peur soigneusement contrôlé. Alors qu'elles étaient conduites vers la voiture de patrouille en attente, Dominique sentit la chaleur de l'humiliation brûler dans tout son corps. Chaque pas sur l'asphalte fissuré était une insulte. Chaque contact des mains de Kyle était une violation. Son entraînement du FBI lui criait de riposter, mais la partie tactique de son esprit savait que ce n'était pas le moment. À côté d'elle, la voix de Daniel sortit à peine plus qu'un murmure, féroce et pleine de promesses, à travers ses dents serrées. Ils n'ont aucune idée à qui ils ont affaire. Alors qu'elles atteignaient l'entrée du bar, Dominique sentit la prise rugueuse des menottes lui couper les poignets. Ses épaules lui faisaient mal à cause de la position contre nature, mais son esprit s'emballait avec une précision calculée. Des années d'entraînement du FBI l'avaient préparé à des moments comme celui-ci, quand tout semblait perdu, mais que l'opportunité se cachait encore dans les détails. Elle se tordit les mains derrière le dos, les doigts tendus contre les entraves métalliques. L'attention ivre de Kyle était plus sur le fait de la pousser en avant que de surveiller ses mains. Avec une flexibilité habituelle, elle réussit à glisser 2 doigts dans sa poche arrière, où son étui d'insigne reposait lourdement contre sa cuisse. L'étui en cuir était glissant de sueur, ce qui rendait la prise plus difficile. Dominique se mordit la lèvre, se concentrant à travers la douleur alors qu'elle libérait l'étui, millimètre par millimètre. Finalement, elle sentit qu'il glissait. D'un subtil mouvement de poignet, elle le laissa tomber. L'étui d'insigne frappa le plancher en bois avec un bruit sourd qui sembla résonner dans le silence tendu. Il atterrit face visible, le bouclier doré captant la lumière tamisée du bar. Le sceau du FBI était inimitable. Fédéral Bureau of Investigation, annonça Dominique, sa voix portant dans la pièce maintenant silencieuse. Malgré la contusion qui apparaissait sur son pommette où Kyle lui avait saisi le visage plus tôt, son ton resta ferme et autoritaire. Ses yeux balayèrent la foule, s'assurant que chaque témoin comprenait la gravité de ce qu'il voyait. Les clients, qui avaient détourné les yeux, fixaient maintenant ouvertement, des téléphones sortant discrètement des poches. L'air dans le bar sembla s'épaissir de tension alors que les implications s'installaient. Daniel s'avança, se dégageant de la prise momentanément relâchée de Mark. Elle se tenait droite malgré ses mains liées, le menton levé avec défi. Vous agressez des agents fédéraux, ajouta-t-elle, ses mots aussi acérés que des pics à glace dans le silence.
Ses yeux sombres se fixèrent sur le visage de Rick, observant la réalisation le frapper. Un instant, Rick resta immobile à fixer l'insigne sur le sol, son visage rougi par l'alcool figé par la surprise. Puis, comme si un interrupteur avait été actionné, il éclata d'un rire fort et forcé. Le son était affreux, plus menaçant qu'amusé. Eh bien, n'est-ce pas mignon? Il donna un coup de pied dans l'étui de l'insigne, le faisant glisser sur le sol. Vous croyez que cette jolie petite carte signifie quelque chose ici? Sa voix tomba à un grognement dangereux. C'est ma ville, mes règles. Il fit un signe de tête à Kyle, qui serra immédiatement les menottes plus fort sur les poignets de Dominique. Le métal s'enfonça plus profondément dans sa peau, lui arrachant un halètement. Malgré ses efforts pour rester stoïque, le souffle de Kyle était chaud sur son cou alors qu'il se penchait près d'elle. Aurait dû garder cette jolie bouche fermée. Autour d'elle, la foule s'agitait inconfortablement. Le son des téléphones déverrouillés et des applications photos s'ouvrant emplit le silence tendu. La tête de Rick se tourna brusquement vers le bruit, son visage s'assombrissant. Quiconque prend une photo, annonça-t-il à la pièce, rejoindra ces dames en ville. L'interférence avec les affaires policières est une infraction grave. Sa main reposa de manière significative sur son arme dans son étui. Louis se déplaça prudemment derrière le bar, ses mouvements délibérément lents et non menaçants. Il se pencha près d'un client habituel assis au comptoir, sa voix à peine un murmure, mais urgente. Rappelez-vous ce que vous avez vu ce soir. Rappelez-vous tout. Le client acquiesça subtilement, les yeux fixés sur sa boisson. Marc attrapa à nouveau le bras de Daniel, ses doigts s'enfonçant dans son biceps assez fort pour laisser des marques. Allons-y, FBI, ricana-t-il, faisant sonner le titre comme une insulte. Vous pourrez déposer une plainte depuis votre cellule. Les sœurs furent de nouveau poussées à travers la porte et dans l'air humide de la nuit. Les lumières de sécurité du parking projetaient des ombres dures sur leurs visages alors qu'elles étaient conduites vers la voiture de patrouille en attente. L'odeur métallique d'un orage approchant planait lourdement dans l'air, correspondant à l'électricité du moment. Rick marchait derrière elle, ses bottes raclant l'asphalte. Vous savez ce qui arrive aux flics qui finissent en prison, demanda-t-il d'un ton désinvolte. La même chose va vous arriver, salauds fédéraux. Pire, probablement. Sa voix dégoulinait d'une anticipation cruelle. Kyle poussa brutalement Dominique sur la banquette arrière, sans prendre la peine de protéger sa tête du cadre de la porte. Elle retint un juron alors que la douleur lui traversait la tempe. Daniel fut poussé après elle. Les sœurs se serrèrent l'une contre l'autre dans l'espace exigu. La porte claqua avec un bruit sourd et définitif. À travers la vitre, elle pouvait voir Louise debout dans l'embrasure de la porte du bar, son visage un masque de colère et d'impuissance contrôlée. Son téléphone enregistrait toujours dans la poche de son tablier, capturant tout. Rick se pencha à la fenêtre du conducteur, parlant à l'officier au volant. Prenez le chemin le plus long jusqu'au poste, ordonna-t-il avec un regard significatif. Montrez à nos amis fédéraux l'hospitalité locale. Le moteur rugit et la voiture s'éloigna du trottoir. Les lumières de la rue balayaient l'intérieur en motifs rythmiques, illuminant les visages des sœurs par de brefs éclairs. La cloison entre les sièges avant et arrière ne pouvait pas entièrement étouffer les rires malveillants des officiers. Alors qu'elle tournait sur la route principale, Daniel se pencha près de sa sœur, sa voix à peine audible au-dessus du bruit du moteur. Ils viennent de déclarer la guerre, murmura-t-elle à travers des dents serrées, ces mots portant toute la promesse de la vengeance à venir. Les lumières fluorescentes du poste de police bourdonnaient au-dessus de leur tête, projetant des ombres dures dans le couloir sale alors que Rick et Kyle poussaient les sœurs en avant. Leurs pas résonnaient sur le linoléum éraflé, ponctué par le tintement des chaînes de menottes. Bienvenue chez vous, ricana Rick, son haleine imbibée d'alcool chaude sur le cou de Daniel. Il lui agrippa le bras plus fort, ses doigts s'enfonçant dans sa peau alors qu'elles approchaient des cellules de détention. La zone d'enregistrement était vide, à l'exception d'un sergent de bureau à l'air ennuyé qui leva à peine les yeux de ses mots croisés. L'horloge murale indiquait 23h47, sa trotteuse avançant avec une lenteur exaspérante. Les dames d'abord, se moqua Kyle, ouvrant la porte de la première cellule de détention. Les gonds métalliques hurlèrent en signe de protestation, le son faisant grincer des dents. Dominique trébucha alors que Rick la poussait brutalement dans la cellule, son épaule heurtant le mur de béton. Sans lui retirer les menottes, il claqua la porte. Le verrou cliqua avec un bruit définitif. Je veux mon appel téléphonique, exigea Dominique, sa voix ferme malgré la rage qui brûlait dans sa poitrine. C'est notre droit. Rick s'appuya contre les barreaux, un sourire cruel jouant sur son visage. Des droits? Vous n'avez aucun droit ici. Ce n'est pas le bâtiment du FBI avec vos règles fantaisistes. Il se tourna vers Kyle. Mettez l'autre dans une cellule aussi. Gardez-les séparés. Daniel résista alors que Kyle lui attrapait le bras, plantant ses pieds. C'est une détention illégale. Vous aggravez votre cas. Ces mots lui valurent une violente poussée qui la fit tomber sur le sol de la deuxième cellule. Ferme ta gueule, claqua Kyle en claquant la porte de sa cellule. Avant que je ne te donne quelque chose de réel dont te plaindre. Les sœurs échangèrent des regards à travers les barreaux séparant leurs cellules. Le visage de Dominique était figé dans un masque de colère contrôlée, tandis que les yeux de Daniel brûlaient d'une fureur à peine contenue. Elles avaient déjà traversé des situations difficiles, mais celle-ci était différente, plus personnelle, plus dangereuse. Rick s'installa derrière le bureau d'enregistrement, sortant les formulaires de rapport d'incident avec une cérémonie exagérée. Voyons voir. De quoi allons-nous vous accuser? Il commença à écrire, sa plume grattant le papier. Résistance à l'arrestation, certainement agression d'un officier. Vous avez donné un coup de poing à Kyle, n'est-ce pas? Il fit un clin d'œil à son collègue. C'est un mensonge, protesta Daniel, agrippant les barreaux de la cellule. Il y a des témoins.
Des témoins. Kyle rit, rejoignant Rick au bureau. Personne n'a rien vu, n'est-ce pas, Rick? Rick hocha la tête, continuant à écrire. Trouble à l'ordre public, conduite désordonnée, menace envers un officier. Il énumérait les accusations comme s'il lisait un menu, chacune plus fabriquée que la précédente. Le bruit de chaussures habillées claquant sur le sol attira leur attention. Le chef d'Arnell Holt apparut dans l'embrasure de la porte, ses cheveux argentés parfaitement peignés malgré leur tardive. Sa présence semblait faire baisser la température dans la pièce. « Messieurs, dit-il tranquillement, sa voix calme étant en quelque sorte plus menaçante que les menaces bruyantes de Rick. Je crois comprendre que nous avons des agents fédéraux qui causent des problèmes dans ma ville. » Il ramassa les documents incomplets de Rick, les examinant avec une indifférence habituelle. Ses yeux parcoururent les accusations, un léger sourire aux lèvres. « Mon Dieu, quelle liste d'infractions !» Dominique s'avança dans sa cellule. « Chef Holt, vos officiers nous ont agressés physiquement sans motif, nous ont faussement arrêtés et fabriquent maintenant des accusations. Nous exigeons, vous n'exigez rien, la coupe à Holt, sa voix toujours étrangement agréable. » Il marcha lentement entre les cellules, les mains jointes derrière le dos. « Vous savez, c'est intéressant. Il nous arrive d'avoir des étrangers ici qui pensent que leur titre fantaisiste signifie quelque chose, pensant qu'ils peuvent venir et, comment dire, enquêter. » Il s'arrêta devant la cellule de Daniel, l'étudiant comme un spécimen sous verre. « De mauvaises choses ont tendance à arriver aux gens qui poussent trop loin dans ma ville. Des gens disparaissent dans le système. Des documents sont perdus. Les accusations se multiplient. » Son sourire n'atteignit jamais ses yeux. « Même les insignes du FBI ne vous sauveront pas de ça. » La menace planait dans l'air comme de la fumée, étouffant l'oxygène de la pièce. Rick et Kyle échangèrent des sourires satisfaits, appréciant le spectacle que leur patron donnait. « Vous ne pouvez pas nous intimider, dit Daniel, sa voix basse et dangereuse. Nous avons déjà eu affaire à des flics corrompus. » Holt ricana, le son dépourvu d'humour. « Corrompu ? C'est un mot si laid. Je préfère penser que c'est le maintien de l'ordre. » « Mon ordre ?» Il ajusta sa cravate. « Vous avez un choix, mesdames. Vous pouvez accepter vos accusations de trouble à l'ordre public, passer la nuit ici et quitter la ville demain la queue entre les jambes. Ou, il laissa l'alternative en suspens. Ou quoi, défia Dominique. Vous allez nous faire disparaître? Nous ajouter à votre collection de victimes. Victimes? Les sourcils de Holt se haussèrent avec une surprise feinte. Je ne vois aucune victime ici. Juste 2 femmes ivres qui ont attaqué mes officiers et qui font maintenant face aux conséquences de leurs actes. C'est ce que les documents montreront de toute façon. Il remit les formulaires à Rick. Terminez leur traitement. Je veux que tout soit fait selon les règles, nos règles. Avec un dernier sourire froid aux sœurs, il se retourna pour partir. Rick et Kyle retournèrent à leurs papiers, maintenant hardis par l'approbation de leur chef. Le grattement de leurs plumes se mêlait à leurs rires occasionnels alors qu'ils inventaient plus de détails pour leurs faux rapports. Daniel se pressa contre les barreaux la séparant de Dominique, sa voix à peine un murmure. « Il ne s'agit pas de nous, dit-elle, observant le visage de sa sœur sous la dure lumière fluorescente. Il s'agit de combien d'autres ils ont enterrés. » Les heures s'écoulèrent lentement, comme des années. La station était devenue silencieuse, avec seulement le bruit occasionnel de pas ou d'un téléphone lointain rompant le calme. L'horloge indiquait maintenant 2h13 du matin, et les sœurs s'étaient lancées dans un jeu d'attente vigilante. Daniel arpentait sa cellule, 6 pas en avant, 6 pas en arrière, ses pieds nus froids contre le sol en béton. Leurs chaussures avaient été retirées lors du processus, ainsi que leur téléphone et leurs bijoux. Procédure standard, avait-il dit, bien que rien de tout cela ne soit standard. Dominique était assise sur sa mince couchette métallique, le dos droit contre le mur, les yeux fixés sur le couloir. Aucune des 2 sœurs n'avait beaucoup parlé depuis la menace du chef Holt, mais leurs esprits s'emballaient, cataloguant chaque détail, chaque visage, chaque mot prononcé. Le bruit de pas doux attira leur attention. Une jeune officière apparut, portant 2 sacs en papier et des gobelets d'eau. Génie moral. Elle l'avait remarqué plus tôt, rôdant aux abords de la zone d'enregistrement, son malaise face à la situation visible dans ses épaules tendues et ses yeux fuyants. Dîner, annonça-t-elle assez fort pour que quiconque écoutait l'entende. Sandwich et chips standard. Sa voix tomba à peine plus qu'un souffle alors qu'elle s'approchait d'abord de la cellule de Daniel. Ne faites confiance à personne ici. Ce n'est pas la première fois. Daniel accepta le sac en papier, ses doigts effleurant la main de Morale. Elle sentit quelque chose glisser entre eux, un petit morceau de papier plié. Sans changer d'expression, elle le laissa glisser dans sa paume. Morale se dirigea vers la cellule de Dominique, maintenant le prétexte d'une livraison de nourriture de routine. Ses mouvements étaient prudents, mesurés, comme si elle était observée. La fontaine d'eau est cassée, vous devrez donc vous contenter de gobelets, dit-elle à volume normal, puis murmura, ils font ça au moins une fois par mois. Généralement à des femmes noires de passage. Dominique prit son repas, son visage un masque de défaite pour tout œil observateur. Merci, officier, dit-elle, s'affalant sur sa couchette comme résignée à sa situation. Après le départ de Morale, les sœurs mangèrent en silence, mais leurs esprits s'emballaient. Daniel attendit d'entendre le changement d'équipe de nuit au loin avant de déplier soigneusement la note sous sa mince couverture. Un numéro de téléphone était écrit d'une écriture serrée et soignée, suivi des mots « Contact d'urgence FBI, directeur adjoint Marcus Chen ». Ils ont déjà fait ça, murmura Dominique, sa voix si basse qu'elle était presque inaudible. Plusieurs victimes. Plusieurs témoins, corrigea Daniel, tout aussi discrètement. Elle déchira le bord de son sac en papier, l'utilisant pour mémoriser le numéro de téléphone avant de manger la note.
Nous devons juste survivre la nuit. Le sandwich était rassis, les chips encore plus, mais elles mangèrent tout. Elles avaient besoin de leur force. Par la petite fenêtre en hauteur dans le mur, elles pouvaient voir la lune pendue comme un œil vigilant. Un ivrogne fut amené vers 3 heures du matin, ses protestations bruyantes résonnant dans la zone de détention. Rick et Kyle apparurent, le malmenant plus que nécessaire avant de le jeter dans une cellule plus loin. Ils firent une pause pour lorgner les sœurs. Comment vont nos superstars du FBI, ricana Rick, tapant sa matraque contre les barreaux. Pas si dur maintenant, n'est-ce pas? Daniel garda les yeux baissés, les épaules affaissées. Dominique se recroquevilla sur sa couchette, tournant son visage vers le mur. Elles entendirent Kyle rire. Regardez ça, dit-il. Toute cette attitude a déjà disparu. Peut-être qu'elles apprennent leur place. Il était temps, acquiesça Rick. Le chef avait raison. Elles ne sont pas si spéciales après tout. Les pas des officiers s'estompèrent, suivis du bruit d'une porte qui se fermait. Les sœurs restèrent dans leur pose de défaite jusqu'à ce qu'elles soient sûres d'être seules. Ils deviennent négligents, murmura Dominique. Trop confiant? Daniel hocha légèrement la tête. Vous avez vu la caméra dans le coin. C'est juste pour le spectacle. Le voyant rouge n'est pas allumé. Pas de système d'enregistrement, confirma Dominique. Ils ne veulent pas de preuves de ce qui se passe ici. Mais cela fonctionne dans les deux sens. Daniel se déplaça sur sa couchette, gardant sa voix basse. Ils ne peuvent pas prouver ce que nous faisons ou ne faisons pas non plus. La nuit s'étira, marquée par les contrôles occasionnels du sergent de bureau, clairement l'un des hommes de confiance de Holt, à en juger par son sourire narquois chaque fois qu'il passait. Les sœurs maintinrent leur acte de désespoir, la tête baissée, les épaules affaissées, avec des reniflements occasionnels pour les faits. Vers 4 heures du matin, elles entendirent Rick et Kyle revenir de ce qui semblait être une autre arrestation. Leur voix résonnait dans le couloir, bruyante, forte et sans garde. Comme la fille Thompson le mois dernier, disait Kyle. Celle-ci pensait que leurs insignes fantaisistes les sauveraient. Les insignes de personne ne signifient rien ici, rit Rick. Le chef a des juges dans sa poche jusqu'à la limite du comté. Les sœurs échangèrent des regards dans la pénombre. Chaque nouvelle conversation était une nouvelle pièce à conviction, un nouveau fil dans la toile. Elles commençaient à comprendre. Il ne s'agissait pas seulement de flics assoiffés de pouvoir. C'était systématique, organisé, protégé. Alors que l'aube approchait, elles pouvaient entendre la station commencer à se réveiller. L'équipe de jour allait bientôt arriver, apportant de nouveaux yeux et de nouvelles opportunités. Elles devaient jouer intelligemment, faire croire à tout le monde qu'elles étaient exactement ce qu'ils voulaient, 2 victimes brisées de plus ajoutées à leur collection. Dominique se rapprocha des barreaux séparant leurs cellules. Sa voix était à peine un murmure. Ils nous croient brisés. Profitons-en. Les premiers rayons du soleil matinal se glissèrent par la haute fenêtre, peignant des carrés pâles sur le sol en béton. Daniel et Dominique gisaient immobiles sur leur couchette, respirant régulièrement et profondément, semblant avoir finalement succombé à l'épuisement. En réalité, tous leurs sens étaient en alerte, recueillant des informations. De lourds pas résonnèrent dans le couloir, accompagnés du cliquetis de bouteilles en verre. La voix de Rick porta clairement dans les couloirs silencieux de la station. Mon gars, j'avais besoin de ça après avoir traité ces fédéraux snobs. Absolument, acquiesça Kyle, s'installant sur une chaise qui craqua sous son poids. Le bourbon rend tout meilleur. La voix de Mark s'y joignit, légèrement pâteuse. Vous vous souvenez de cette famille sur Oak Street l'été dernier? La façon dont cette mère a pleuré quand nous avons trouvé ce sac de pilules dans la chambre de son fils? Daniel maintint sa respiration régulière, bien que son cœur batte la chamade. Le microphone caché cousu dans la bretelle de son soutien-gorge, équipement standard du FBI qu'il n'avait pas pensé à vérifier, captait chaque mot. Elle se déplaça légèrement, orientant son corps pour mieux capter la conversation. C'était un classique, ricana Rick, les glaçons cliquetant dans son verre. Les gosses ont juré leur grand Dieu qu'il n'était pas à lui. Mais qui va croire un adolescent noir plutôt que 3 officiers de la loi? 5 ans minimum, ajouta fièrement Kyle. C'est un de plus en moins dans les rues. Le chef dit que nous faisons le travail de Dieu, dit Mark. Maintenir le quartier propre. C'est ce qu'il a dit au maire le mois dernier lors de la collecte de fonds. L'esprit de Dominique fonctionnait comme un ordinateur, cataloguant nom, date, lieu. Son entraînement du FBI avait perfectionné sa mémoire à un point proche de la perfection. Chaque détail pouvait être crucial, les larmes de la mère, la preuve plantée, le lien avec la collecte de fonds. En parlant de nettoyage, continua Rick, sa chaise raclant le sol alors qu'il se penchait en avant. Vous vous souvenez de la famille Williams? 3 générations vivant dans cette maison sur Maple, jusqu'à ce que nous soyons créatifs avec cette saisie de propriété. Kyle rit. Maintenant, c'est ce joli nouveau café. La société de développement était reconnaissante, c'est sûr, ajouta Mark. L'enveloppe que le chef a reçue n'était pas exactement mince. Le bourbon continuait de couler, déliant davantage leur langue. Des histoires se déversaient comme du poison, rapports falsifiés, armes plantées, erreurs informatiques opportunes qui faisaient disparaître les preuves. Chaque confession était un clou de plus dans leur cercueil, enregistré avec une qualité numérique impeccable. Daniel lutta pour garder sa respiration stable tandis que sa colère montait. Ce n'étaient pas seulement des flics corrompus, ils orchestraient la destruction systématique de familles noires, d'avenirs noirs, de vies noires. Son micro caché captait tout, date, nom, incident spécifique. Et, tu te souviens de cette prof? La voix de Kyle devint plus forte à mesure qu'il s'enivrait. Celle qui a essayé de déposer une plainte contre nous pour avoir malmené son élève. Mon gars, c'était fluide, répondit Rick.
Un petit sachet de cocaïne dans son tiroir de bureau, et soudain elle n'est plus si crédible. A perdu sa licence et tout. Le chef a appelé ça de l'entretien préventif, ajouta Marc avec un rire rauque. On ne peut pas avoir des gens qui pensent pouvoir nous défier. À travers des yeux à peine ouverts, Dominique observait leur reflet dans les toilettes en métal poli. 3 hommes, leurs insignes toujours épinglés à la poitrine, buvant du bourbon volé et riant de vie détruite. Elle mémorisa leurs gestes, leurs mots spécifiques, la façon dont Rick menait les conversations et Kyle suivait avec empressement. Vous vous souvenez de cette grand-mère le mois dernier? Disait Kyle maintenant. Celle qui n'arrêtait pas de déposer des plaintes pour harcèlement policier? Oui, son petit-fils fait 15 ans, répondit fièrement Rick. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec un peu de créativité et une arme non enregistrée. Elle s'est tue très vite après ça, ajouta Marc. Ils finissent tous par le faire. La conversation dériva vers des détails techniques, quel juge était dans leur poche, quel casier de preuves avait des caméras défectueuses, quel sergent de bureau pouvait être jugé fiable pour perdre des documents. Chaque mot était un nouveau fil dans la toile de corruption qu'elle cartographiait. Une porte s'ouvrit quelque part dans la station, et les hommes ramassèrent rapidement leurs bouteilles. Changement d'équipe bientôt? Marmonna Rick. Mieux vaut tout ranger. Et elle? Demanda Kyle, désignant les cellules. Vous pensez qu'elles ont appris leur leçon? Oh, oui, dit Rick avec confiance. Regardez-les, inconscientes. Au matin, elles supplieront de tout laisser tomber et de quitter la ville, comme toutes les autres. Leurs pas reculèrent, suivis du bruit des bouteilles cachées et des chaises raclées. La station commençait à montrer des signes de réveil, des téléphones lointains sonnant, des portes s'ouvrant et se fermant, des voix venant du comptoir d'accueil. Lorsque le couloir fut complètement dégagé, Daniel ouvrit entièrement les yeux, rencontrant le regard de sa sœur. Elle n'avait pas besoin de mots pour communiquer, elle le faisait depuis toujours. Dominique haussa légèrement un sourcil, posant la question silencieuse, as-tu tout eu? Daniel fit un signe de tête presque imperceptible. Des heures de confessions ivres, toutes capturées en parfaite qualité numérique, nom, date, crime spécifique, assez pour lancer une enquête qui ferait exploser ce département corrompu. Mais elle devait être intelligente. Un faux pas, et cette preuve disparaîtrait, comme toutes les autres preuves que ces hommes avaient fait disparaître au fil des ans. Elle devait faire sortir l'enregistrement, contacter le directeur adjoint Chen, protéger leurs preuves. Les sœurs restèrent immobiles tandis que la lumière du petit matin remplissait leurs cellules. Leur corps semblait vaincu, leurs esprits apparemment brisés, exactement ce que leur ravisseur voulait voir. Mais sous cette façade soigneuse, leurs esprits s'emballaient, planifiant, coordonnant sans mots. Daniel se rapprocha légèrement des barreaux entre leurs cellules. Nous les tenons, souffla-t-elle, ses lèvres bougeant à peine. Il ne nous reste plus qu'à trouver le bon moment. L'équipe du matin apporta de nouveaux visages et une cruauté renouvelée. Les officiers défilaient devant leurs cellules, certains ricanant, d'autres les ignorant ostensiblement. Mais un visage se détachait, l'officière génie morale, ses yeux sombres portant une pointe de sympathie sous son masque professionnel. Elle attendit que le couloir soit dégagé avant de s'approcher avec leur plateau de petit déjeuner. Mangez vite, murmura-t-elle, glissant le porridge fade à travers les fentes. Je peux vous emmener à un téléphone, mais nous devons synchroniser ça parfaitement. Daniel étudia le visage de la jeune officière, cherchant tout signe de tromperie. Mais les mains de Morale tremblaient légèrement alors qu'elle ajustait son uniforme, le geste de quelqu'un qui prenait un vrai risque. Ce n'est pas un piège. Pourquoi nous aider? Demanda Dominique doucement, remuant son porridge sans le manger. Morale jeta un coup d'œil par-dessus son épaule avant de répondre, parce que j'ai vu ce qu'ils font, comment ils détruisent les gens, et je suis fatigué d'en faire partie. Elle expliqua son plan par de courtes phrases chuchotées, l'ancienne ligne fixe dans la salle des archives, rarement utilisée maintenant que tout le monde avait des téléphones portables, l'écart de 10 minutes entre les changements d'équipe, l'angle mort de la caméra derrière les armoires métalliques. Je vais créer une diversion, promis Morale. Vous aurez peut-être 5 minutes. Faites en sorte qu'elle compte. Les sœurs échangèrent un regard, pesant leurs options. L'enregistrement brûlait un trou dans le micro caché de Daniel. Mais sans aide extérieure, ils pourraient ne jamais voir la lumière du jour. Elles avaient besoin d'un allié plus haut placé, quelqu'un avec un réel pouvoir. Lorsque le changement d'équipe arriva, le timing de Morale fut parfait. Un bruit sourd résonna du comptoir d'accueil, suivi de cris concernant du café renversé et des papiers gâchés. Des clés tintèrent doucement dans les serrures de leurs cellules. Maintenant, siffla Morale, les conduisant rapidement dans le couloir arrière. La salle des archives sentait la poussière et les papiers oubliés. Morale désigna le téléphone niché derrière une armoire, puis prit position près de la porte. Dépêchez-vous. Les doigts de Daniel tremblèrent légèrement alors qu'elle composait le numéro direct de Keane. Son supérieur avait toujours semblé juste, les avait promus malgré les réticences d'autres membres du bureau. Si quelqu'un devait aider, ce serait lui. La ligne sonna 3 fois avant que la voix familière de Keane ne réponde. C'est Keane. Monsieur, c'est l'agent Daniel Carter, murmura-t-elle, se recroquevillant près du récepteur. Nous avons besoin d'aide. Nous sommes détenus. Station locale. Monsieur, nous avons des preuves de corruption massive. Plusieurs officiers sur bande vidéo avouant. Stop. La voix de Keane était devenue froide. Ne dites plus un mot. Quelque chose dans son ton fit se serrer l'estomac de Daniel. Monsieur, j'ai déjà eu des nouvelles du chef Holt, dit Keane. Il me dit que vous avez fait pas mal de grabuge. Agression d'officier, résistance à l'arrestation. Ce n'est pas ce qui s'est passé, protesta Daniel. Nous avons des preuves. Écoutez attentivement, l'interrompit Keane. Quel que soit l'enregistrement que vous pensez avoir,
quelles que soient les preuves que vous croyez avoir recueillies, oubliez-les. Laissez tomber tout ça maintenant tant que vous le pouvez encore. La trahison la frappa comme un coup physique. Dominique, écoutant attentivement le récepteur, se raidit sous le choc. Ils sont corrompus, riposta Daniel. Ils détruisent des vies, et vous allez les aider à étouffer l'affaire? J'essaie de vous aider, insista Keane. Mais sa voix avait le ton mielleux d'un homme qui se protège. Certaines batailles ne valent pas la peine d'être menées. Acceptez l'avertissement et partez. Monsieur, c'est un ordre, agent Carter. La ligne se coupa. Morale apparut dans l'embrasure de la porte, le visage tendu par l'urgence. Quelqu'un arrive. Il faut bouger. Elles eurent à peine le temps de retourner dans leur cellule avant que des pas lourds n'approchent. La silhouette massive de Rick emplit le couloir, son visage fendu par un sourire cruel. Il tenait quelque chose, un téléphone. Leur sang se glaça alors qu'il le brandissait, affichant un message texte. Eh bien, dit-il d'une voix traînante. Je viens de recevoir un appel intéressant de votre patron du FBI. Un type très compréhensif, ce Keane. Il dit que vous êtes des agents à problème, toujours à causer des ennuis, il dit que nous devrions gérer ça localement. Dominique explosa, ses poings frappant les barreaux de la cellule avec assez de force pour les faire résonner. Le son résonna dans le poste comme une cloche de rage. Espèce de salopard corrompu, ça suffit, la coupa Rick en agitant son doigt. Est-ce une façon de parler à un officier de la loi? Surtout après que votre propre supérieur ait confirmé à quel point vous êtes des fauteurs de troubles? Daniel resta parfaitement immobile, sa fureur si profonde qu'elle s'était cristallisée en quelque chose de froid et tranchant. Elles avaient compté sur Keane, lui avaient fait confiance, avaient cru au système qui le représentait. Sa trahison n'était pas seulement personnelle, c'était une trahison de tout ce que l'insigne était censé représenter. Qu'est-ce qui ne va pas, ricana Rick? Vous réalisez que personne ne viendra vous sauver? C'est ça. Vous êtes toute seule ici. Pas de renfort, pas de cavalerie, pas de justice, juste nous, pour vous apprendre votre place. Il se pavana plus près de la cellule de Dominique, profitant clairement de sa rage. Votre patron vous salue, au fait. Il dit que nous devrions prendre notre temps. Pour que la leçon s'assimile bien. Les jointures de Dominique saignaient d'avoir frappé les barreaux, mais elle ne semblait pas le remarquer. Ses yeux brûlaient d'une fureur qui fit même reculer légèrement Rick. Mais ce fut la réponse de Daniel qui glaça le couloir. Pas d'explosion, pas de menace, juste 4 mots prononcés avec un calme mortel. Alors nous les brûlerons tous. L'intensité de sa voix fit vaciller le sourire narquois de Rick un instant car ce n'était pas la menace d'une prisonnière désespérée, c'était une promesse de quelqu'un qui n'avait plus rien à perdre et tout à prouver. Il cacha son malaise par un rire rauque et s'éloigna. Mais les yeux des sœurs le suivirent. Elles avaient perdu leur allié au sein du bureau, perdu leur foi dans le système, perdu toutes les options sauf une, faire tomber toute la machine corrompue, quel qu'en soit le coup. Plus tard cette nuit-là, Morale se glissa vers leur cellule, c'est pas rapide mais prudent. J'ai un message, murmura-t-elle, faisant semblant de vérifier leurs entraves. Louis, le barman. Il veut que vous sachiez qu'il a quelque chose. Quelque chose d'important. Daniel se pencha plus près des barreaux. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il avait des caméras, expliqua Morale doucement. Des caméras cachées pour la sécurité. La nuit au bar. Il a tout eu, mais il a besoin d'aide pour faire sortir les images en toute sécurité. L'espoir vacilla dans les yeux de Dominique. Pouvez-vous organiser un contact? Morale acquiesça légèrement. Je connais quelqu'un, Maya Green, une journaliste d'investigation. Elle essaie d'exposer la corruption ici depuis des années, mais personne ne voulait parler jusqu'à présent. Le lendemain, Maya arriva sous le prétexte d'interviewer les sœurs sur leur comportement criminel. Les gardes la laissèrent entrer, ricanant à ce qu'ils supposaient être un nouveau coup bas contre 2 agents du FBI fauteurs de troubles. Maya avait des traits anguleux et intenses, son blazer pressé contrastant avec la pièce d'interview sale. Elle installa son enregistreur avec une efficacité professionnelle, puis se pencha. Louis m'a contacté, murmura-t-elle, faisant semblant d'ajuster son microphone. J'ai vu les images, mais il y a plus. Tellement plus. Le juge Wilkes recueille des preuves depuis des années. Clarence Wilkes, demanda Daniel doucement. Le juge de circuit à la retraite? Maya hocha la tête. Il documente des cas de corruption policière depuis avant votre naissance, observant, attendant le bon moment pour que quelqu'un d'assez courageux les affronte. Elle sortit un bloc-notes juridique, prenant ostensiblement des notes pour son article. Mais ce qu'elle écrivit fit écarquiller les yeux des 2 sœurs. Réunion ce soir. Chez Wilkes. Louis apporte les images. J'ai des dossiers, fréquence de scanner de police, numéro d'insigne, relevé bancaire. Dominique jeta un coup d'œil au garde à l'extérieur, puis murmura silencieusement, comment Morale? Maya écrivit, elle aide à la coordination. Nous avons 2 heures pendant le changement d'équipe. Le timing est critique. Le reste de l'interview se déroula normalement, Maya posant des questions précises tandis que les sœurs donnaient des réponses délibérément vagues. Mais en dessous, des plans se formaient, l'espoir montait comme une marée lente. Ce soir-là, tout s'aligna parfaitement. Pendant le changement d'équipe, Morale désactiva accidentellement les caméras du bloc cellulaire pour maintenance. Les sœurs furent déplacées dans des salles de détention séparées pour interrogatoire des salles avec des fenêtres donnant sur le parking. En quelques minutes, elles étaient dans la voiture de Maya, accroupies sous des couvertures alors qu'elle passait calmement le poste de contrôle de la station. Le garde jeta à peine un coup d'œil à son laissez-passer de presse. La maison du juge Wilkes était modeste mais bien entretenue, en retrait de la route derrière de vieux chênes.
Le juge lui-même ouvrit la porte, grand et digne malgré son âge, avec des yeux gentils qui portaient des décennies d'injustice observée. Bienvenue, dit-il simplement, les invitant à entrer. Nous avons beaucoup à discuter. Louis était déjà là, son ordinateur portable ouvert sur la table de la salle à manger. J'ai tout, dit-il, sa voix tendue par une colère contenue. Pas seulement cette nuit-là. Des années d'images, eux se vantant de preuves plantées, battant des suspects, rançonnant des entreprises. Le juge acquiesça d'un air sombre. Et j'ai les dossiers judiciaires correspondants. Des affaires où les preuves sont apparues mystérieusement. Des témoins qui ont changé leur témoignage après des conversations avec des officiers. Des schémas de harcèlement ciblés contre les communautés minoritaires. Maya étala ses propres dossiers sur la table, des comptes bancaires aux îles Caïmans, des achats immobiliers suspects, un réseau de corruption atteignant le niveau de l'État. Et maintenant, nous avons la preuve d'une implication du FBI, ajouta Daniel, pensant à la trahison de Keane. Elles travaillèrent toute la nuit, assemblant les preuves, établissant des liens, documentant des schémas. Les images de Louise fournirent des visages et des confessions. Les dossiers du juge montrèrent le cadre juridique de la corruption. Les enquêtes financières de Maya exposèrent la piste de l'argent. Regardez ça, dit Dominique, montrant un schéma dans les registres d'arrestation. Chaque fois que quelqu'un essayait de parler, il était arrêté dans les jours. Puis sa vie était systématiquement détruite, emploi perdu, famille harcelée, maison saisie. Ils ne sont pas seulement corrompus, dit lourdement le juge. Ils sont organisés, efficaces. C'est des générations d'oppression systématique raffinées en une machine. Mais les machines peuvent être brisées, répliqua Maya, ses yeux brillants de détermination. Nous avons ce qu'il nous faut. De vraies preuves, de multiples sources, des preuves irréfutables. Louis s'acquiesça fermement. Et des témoins. Les gens sont prêts à parler maintenant. Ils avaient juste besoin de savoir qu'ils n'étaient pas seuls. Le juge sourit légèrement. En toutes mes années au banc, je n'ai jamais vu une affaire aussi solide. Ou des gens aussi déterminés à voir la justice rendue. La nuit s'étira. Des papiers couvraient toutes les surfaces. Les ordinateurs portables bourdonnaient. Les téléphones vibraient de messages de plus en plus de personnes se manifestant, chacune avec sa propre pièce du puzzle, sa propre histoire d'injustice. Alors que l'aube approchait, Dominique se tenait près de la fenêtre, regardant le ciel s'éclaircir. Le poids de tout ce qu'elles avaient appris, de tout ce pourquoi elles se battaient, se posa sur ses épaules, non comme un fardeau, mais comme une source de force. Elle se tourna vers la pièce, vers ses alliés qui avaient tout risqué pour les aider, vers sa sœur qui n'avait jamais faibli, vers la pile grandissante de preuves qui exposerait des décennies de corruption. Nous nous battons pour bien plus que nous maintenant, dit-elle, sa voix emplie d'une détermination tranquille. Les autres levèrent les yeux, voyant sur son visage le même feu qui brûlait dans leur propre cœur, la conviction inébranlable que la justice, bien que longtemps retardée, serait enfin rendue. Les talons de Maya claquèrent sur le trottoir alors qu'elle se dépêchait vers sa voiture. L'air nocturne était lourd d'humidité, et les réverbères projetaient de longues ombres sur le parking vide. Sa mallette était lourde de preuves, photos, documents, clés USB remplies des enregistrements de Louis. Elle ne remarqua pas la camionnette sombre avant qu'il ne soit trop tard. 2 hommes masqués en cagoule en sautèrent. Maya se tourna pour courir, mais un 3e homme apparut derrière elle. Elle balança sa mallette, assonnant un coup solide, mais ils la maîtrisèrent rapidement. Le bruit des poings frappant la chair résonna dans l'obscurité. Aurais dû te mêler de tes affaires, grogna l'un des agresseurs, piétinant son ordinateur portable et son téléphone. Ils la laissèrent en sang sur l'asphalte, emportant sa mallette et tout ce qu'elle contenait. Un conducteur de passage la trouva 20 minutes plus tard et appela les urgences. À l'hôpital, Maya gisait inconsciente, des tubes lui sortant des bras. Son visage était enflé, ses côtes fracturées, son bras droit cassé à 2 endroits. Les médecins dirent qu'elle avait eu de la chance d'être en vie. De l'autre côté de la ville, Louis fermait son bar quand il sentit une odeur de fumée. Il courut vers l'arrière-salle et trouva des flammes grimpant déjà les murs, se nourrissant de l'essence que quelqu'un avait versée partout. Le feu se propagea incroyablement vite. Il essaya d'atteindre son bureau. Son ordinateur portable était là avec des copies de tout, mais la chaleur le repoussa. La fumée lui remplit les poumons. Le crépitement des flammes se transforma en rugissement. Louis réussit à peine à sortir avant que le bâtiment ne s'effondre. Il resta debout dans la rue, toussant et regardant son gagne-pain brûler. Les camions de pompiers arrivèrent, mais il était trop tard. Le bar était parti, et avec lui des années de preuves enregistrées. L'officier Rick Dalton regardait depuis sa voiture de patrouille de l'autre côté de la rue, un sourire satisfait sur le visage. Dans leur cellule, Daniel et Dominique apprirent ce qui était arrivé à Maya et Louis par l'officier moral, qui semblait pas les secouer en leur murmurant la nouvelle. Maya est aux soins intensifs, dit-elle doucement. Louis a tout perdu. Et ils disent, elle déglutit difficilement, ils disent que vous avez tout organisé d'ici. De nouvelles accusations sont déposées, complot, incendie criminel, tentative de meurtre. Les mains de Daniel se serrèrent en poing. C'est insensé. Nous étions enfermés. Ils affirment que vous avez des complices extérieurs, expliqua Moral. Ils ont des témoins qui jureront vous avoir entendu planifier tout ça pendant les heures de visite. Encore des mensonges, dit Dominique amèrement. Encore de faux témoins. Le chef Holt apparut alors, l'air suffisant. Une sacrée nuit, dit-il, tapotant sa matraque contre les barreaux. Dommage pour vos amis, mais c'est ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. Il glissa des copies des nouvelles accusations à travers les fentes. Vous serez transféré dans une prison de haute sécurité demain. On ne peut pas avoir de dangereux incendiaires dans notre petite prison, n'est-ce pas?
Après son départ, Daniel lut les documents, la mâchoire serrée de colère. Les accusations étaient élaborées, détaillées, une fabrication complète basée sur de fausses déclarations et des preuves manufacturées. Regarde ça, dit-elle à Dominique. Ils ont de faux relevés téléphoniques montrant des appels entre nous et des conspirateurs inconnus, des virements bancaires qui n'ont jamais eu lieu. Ils avaient tout planifié. Dominique étudia les papiers. Les dates sont fausses, remarqua-t-elle. Ils se sont pressés, sont devenus négligents. Pas que ça ait de l'importance, répondit Daniel. Ils contrôlent tout. Les preuves, les témoins, le système lui-même. Un garde apporta leur dîner, des sandwichs froids au saucisson et du café faible. Aucune des sœurs ne touche à la nourriture. Maya en savait trop, dit Dominique doucement. Les dossiers financiers, les comptes offshore. Elle pouvait retracer l'argent, et Louis avait des preuves vidéo. Daniel ajouta, des années qu'ils discutaient de crimes juste là, dans son bar, pensant que personne n'enregistrait. Elles se turent alors que des palos rapprochaient. Rick et Kyle passèrent en se pavanant, faisant semblant de vérifier les serrures. Dormez bien, mesdames, cria Rick. Demain sera une longue journée. J'espère que vous aimez la nourriture de prison. Quand ils furent partis, Dominique se rapprocha des barreaux séparant leurs cellules. Et le juge Wilkes? Ses dossiers? Morale dit que sa maison a été cambriolée cet après-midi, répondit Daniel. Tout a été emporté. Ils sont méticuleux. Je dois leur accorder ça. Les sœurs restèrent silencieuses tandis que la nuit s'installait sur la prison. Quelque part, un prisonnier sanglotait. Des clés tintaient tandis que les gardes faisaient leur ronde. Nous savions qu'ils riposteraient, dit enfin Dominique. Nous savions qu'ils essaieraient de faire taire tout le monde. Mais ceci, Daniel désigna les accusations, il n'essaie même plus d'être subtil. Il panique. Un cafard traversa le sol entre leurs cellules. Dominique le regarda disparaître dans une fente du mur. Maya se remettra, dit-elle. Louis reconstruira. Nous n'avons pas fini. Non, acquiesça Daniel. Nous non plus, et eux non plus. Ce n'est que le début de la mesure dans laquelle ils iront pour conserver leur pouvoir. Par la fenêtre étroite, elle pouvait voir des étoiles apparaître dans le ciel assombrissant. Les mêmes étoiles qu'elles avaient regardées enfant, rêvant de justice, jurant de lutter contre les brutes et la corruption. Dominique tendit la main à travers les barreaux. Daniel lui serra fermement la main. Ils sont désespérés, dit Daniel, sa voix dure de détermination, ce qui signifie que nous sommes proches. Leurs mains jointes étaient une promesse, un défi, un rappel que même dans l'obscurité, elles n'étaient pas seules. Les sœurs se tinrent, puisant leurs forces l'une de l'autre, comme elles l'avaient toujours fait, se préparant à ce qui allait suivre. Le cliquetis des clés tira Daniel d'un sommeil agité. 3 ombres se dressaient devant sa cellule, Rick, Mark et Kyle, leurs visages tordus par une cruelle anticipation. Debout, FBI, ricana Rick en déverrouillant sa porte. L'heure est venue pour une petite excursion. Les muscles de Daniel se tendirent alors que Mark la tirait brutalement sur ses pieds. Dans la cellule voisine, Kyle faisait de même avec Dominique. Les sœurs échangèrent des regards rapides, lisant les pensées l'une de l'autre sans mots. Où nous emmenez-vous? Demanda Dominique alors que Kyle la poussait en avant. Rick rit, le son résonnant sur les murs de béton. Quelque part de tranquille, quelque part de privé. Elles furent menées à travers des couloirs vides, leurs pieds nus froids contre le sol. Le bureau du gardien de nuit était vide, aucun témoin de leur enlèvement. Dehors, l'air estival était épais et lourd. Une camionnette blanche attendait dans l'ombre, son moteur tournant au ralenti. Les sœurs furent poussées à l'intérieur, atterrissant lourdement sur le plancher métallique. Pas de siège, pas de fenêtre, juste l'obscurité et l'odeur d'huile et de rouille. Mark monta à l'arrière avec elle tandis que Rick prenait le volant et Kyle était passager. La camionnette cahota en avant, les pneus crissant sur le gravier. Vous savez quel est votre problème? Appela Rick depuis le siège avant. Vous pensiez que vos insignes fantaisistes vous rendaient intouchables. Vous pensiez pouvoir venir dans ma ville et commencer à creuser des problèmes. La camionnette heurta un nid de poule, faisant rebondir tout le monde. L'épaule de Daniel heurta le mur. Votre ville, répondit-elle. Vous voulez dire votre terrain de jeu personnel? Où vous pouvez abuser de qui vous voulez. Le revers de Mark l'attrapa au visage. Ferme ta gueule. Touchez-la encore, grogna Dominique. Et je vais, vous allez quoi? Kyle se retourna sur son siège, souriant. Nous sommes maîtres de ce comté, police, juge, même votre précieux superviseur du FBI. Ils suivent tous nos règles. La camionnette tourna sur une route accidentée, des branches raclant les côtés. À travers le pare-brise, Daniel aperçut des arbres pressés, leurs feuilles noires contre le ciel étoilé. Personne ne sait où vous êtes, dit Rick. Personne ne viendra vous aider. Au matin, vous ne serez que 2 autres cas de personnes disparues. Peut-être qu'ils retrouveront des morceaux de vous dans le marécage. Peut-être pas, les sœurs étaient assises dos à dos, puisant leur force de la présence de l'autre. Daniel sentit les doigts de Dominique effleurer les siens, un signal silencieux qu'elles utilisaient depuis l'enfance, reste attentive. Attends une ouverture. Après 20 minutes de route cahoteuse, la camionnette s'arrêta. Quand les portes arrière s'ouvrirent, l'odeur d'eau stagnante et de végétation pourrie emplit l'air. Un entrepôt abandonné se dressait devant elle, ses fenêtres brisées comme des orbites vides sous le clair de lune. Doux foyer, annonça Rick, les poussant vers le bâtiment. Au moins pour la prochaine heure environ. C'est à peu près le temps qu'il faudra aux alligators pour nettoyer après nous. À l'intérieur, la lumière de la lune filtrait par les trous du toit, projetant d'étranges ombres sur le béton jonché de débris. Des machines rouillées se dressaient dans les coins comme des monstres endormis.
Marc sortit une lampe de poche, balayant son faisceau sur des fûts d'huile vides et des poutres tombées. Des rats s'enfuirent de la lumière. Endroit parfait, dit Kyle. Personne n'est venu ici depuis des années. Personne pour entendre quoi que ce soit. Rick fit lentement le tour des sœurs, savourant leur vulnérabilité. Vous savez ce que j'aime dans ce travail? C'est de pouvoir remettre à leur place les salauds arrogants, surtout ceux qui pensent qu'avoir la peau foncée et un insigne les rend spéciaux. C'est de ça qu'il s'agit, demanda Daniel, sa voix stable malgré son cœur battant la chamade. Vous ne supportez pas de voir des femmes noires avec de l'autorité. Il s'agit de respect, grogna Rick. De connaître sa place dans l'ordre naturel. L'ordre naturel? Dominique rit sèchement. Vous voulez dire des hommes blancs avec des insignes qui s'en tirent avec des meurtres? Kyle lui donna un coup de pied dans les jambes. Elle tomba lourdement mais commença immédiatement à se relever. La botte de Marc sur son dos la maintint au sol. J'ai attendu longtemps ce moment, dit Rick, sortant son arme de service. Depuis que vous deux êtes entrés dans ce bar en agissant de manière supérieure, comme si vous étiez meilleurs que nous. Nous sommes meilleurs que vous, dit Daniel froidement. Nous protégeons les gens. Vous les chassez. Le visage de Rick s'assombrit de rage. Il lui attrapa les cheveux, lui tirant la tête en arrière. Le canon du pistolet pressait sa tempe, froid et définitif. Un dernier mot, FBI, murmura-t-il. Des commentaires intelligents sur la justice? Sur le bien et le mal? Daniel regarda droit devant elle, refusant de lui donner la satisfaction de voir la peur dans ses yeux. Elle sentit Dominique se raidir derrière elle, prête à bouger malgré la botte de Marc. Le pistolet pressa plus fort, le métal mordant la peau. Le doigt de Rick se resserra sur la gâchette. Le doigt de Rick se tendit sur la gâchette, mais le rire aigu de Daniel coupa la tension. Qu'est-ce qui ne va pas, Rick? Besoin d'une arme pour vous sentir fort? Vous ne pouvez pas gérer deux femmes sans renfort? Sa main trembla légèrement, ivre et en colère, son contrôle lui échappait. Tais-toi. Ou quoi? Vous allez prouver à quel point vous êtes un grand homme en tirant sur une femme désarmée? La voix de Daniel dégoulinait de mépris. C'est votre style, n'est-ce pas? S'en prendre aux gens qui ne peuvent pas riposter. Derrière elle, Dominique sortait lentement la pince à cheveux de ses tresses tandis que l'attention de Marc était fixée sur les paroles de Daniel. Ses doigts bougeaient avec précaution, cherchant le verrou des menottes. Tu te crois si maline, grogna Rick en appuyant plus fort sur l'arme. Tu penses pouvoir t'en sortir en parlant? Non, je pense que vous êtes un lâche, continua Daniel, notant que sa rage le faisait se rapprocher. Un petit homme avec un insigne qui terrorise les gens parce que c'est la seule façon de se sentir puissant. Kyle s'agita mal à l'aise. Tel a déjà. Qu'est-ce qui ne va pas, Kyle, taquina Daniel. Vous devenez nerveux? Inquiet que quelqu'un puisse enfin vous tenir tête? La botte de Marc se souleva légèrement alors qu'il se tournait vers la dispute. C'est tout ce dont Dominique avait besoin. La menotte s'ouvrit d'un clic. Vous savez quel est votre problème? Daniel continuait de pousser. Vous êtes habitué à ce que les gens aient peur. Habitué à ce qu'ils reculent. Mais nous n'avons pas peur de vous. Le visage de Rick se tordit. Vous devriez l'être. Pourquoi? Parce que vous avez une arme? Parce que vous avez des amis ivres pour nous maintenir? Les yeux de Daniel flamboyaient. Cela prouve juste à quel point vous êtes vraiment faible. Avec un rugissement de rage, Rick balança son arme pour la frapper au visage. Mais Daniel était prête. Elle esquiva, l'arme sifflant à son oreille. Au même instant, Dominique explosa vers le haut, enfonçant son coude dans l'estomac de Marc. Il se plia en deux avec un grognement de douleur. Kyle s'élança, mais la jambe de Daniel s'allongea, attrapant sa cheville. Il s'écrasa au sol, sa tête heurtant le béton. Rick essaya de ramener l'arme, mais Dominique était déjà en mouvement. Sa paume frappa son poignet, envoyant l'arme tournoyer dans l'obscurité. Salope! Sa malédiction fut coupée par le poing de Daniel qui se connecta à sa mâchoire. Marc reprit son souffle et chargea, mais les sœurs bougèrent en parfaite synchronisation. Dominique fit un pas à gauche tandis que Daniel alla à droite, leur entraînement au combat du FBI prenant le dessus. Le coup de poing désordonné de Marc rencontra l'air vide. Dominique attrapa son bras tendu, utilisant son élan pour le faire basculer par-dessus sa hanche. Il atterrit lourdement, l'impact lui coupant le souffle. Kyle se releva en titubant, du sang coulant d'une coupure sur son front. Il sortit sa matraque, la balançant dans un arc vicieux. Daniel bloqua avec son avant-bras, serrant les dents contre la douleur. Son genou s'éleva dans son aine, le faisant tomber au sol. Rick beugla comme un taureau blessé, lançant des coups de poing de pleine puissance, mais ses coups ivres étaient lents et maladroits. Les sœurs esquivèrent et virevoltèrent, assenant des coups précis aux points vulnérables, gorge, plexus solaire, rein. Pas si dur sans votre arme, n'est-ce pas, taquina Daniel alors qu'elle esquivait un autre coup désordonné. Marc essaya d'attraper Dominique par derrière, mais elle était prête. Sa tête se rejeta en arrière, attrapant son nez avec un craquement. Tandis qu'il chancelait, elle tourna et enfonça son genou dans ses côtes. Kyle se releva encore, cherchant son gaz-poivre. Le coup de pied de Daniel le fit voler de sa main. Son coup de poing suivant le Mikao Rick réussit à asséner un coup effleurant l'épaule de Dominique, mais elle roula avec, convertissant l'élan en un coup de pied circulaire qui le frappa à la tempe. Il trébucha, étourdi. Marc sortit son arme de secours, mais Daniel était trop près. Ses mains se bloquèrent autour de son poignet, le tordant brusquement. L'arme claqua au sol tandis que les os se brisaient. Son cri résonna sur les murs de l'entrepôt. À travers tout cela, les sœurs bougeaient comme des danseuses dans un ballet mortel, anticipant les mouvements de l'autre,
créant des ouvertures, couvrant les angles morts. Des années d'entraînement et d'instinct partagés les rendaient dévastatrices contre les flics ivres et indisciplinés. Rick tenta de bousculer Dominique, mais elle s'écarta avec fluidité. Son propre élan le porta contre une poutre de soutien avec un bruit retentissant. Il s'effondra sur les genoux, la vision brouillée. Kyle remua faiblement, mais resta au sol tandis que Mark tenait son poignet cassé, gémissant. Dominique récupéra les menottes de Rick, s'approchant de lui alors qu'il était à genoux, hébété, sur le béton. Le métal se referma sur ses poignets, assez serré pour mordre. « Bienvenue dans notre monde », dit-elle froidement. « Ça fait quoi d'être impuissant ?» Daniel se tint au-dessus de lui, sa voix dure de triomphe. Échec et mat, les yeux de Rick étaient flous, du sang s'écoulait d'une coupure au-dessus de son œil. L'entrepôt était silencieux, à l'exception des respirations lourdes et des gémissements étouffés de Kyle. Le puissant sergent, si plein d'arrogance et de menaces quelques minutes auparavant, était à genoux, vaincu, sur le sol sale. Ses propres menottes le liaient tandis que ses renforts gisaient inconscients ou blessés. Les rôles avaient complètement changé. Les sœurs se tenaient droites, respirant difficilement mais victorieuses. Malgré les ecchymoses et les éraflures, elles étaient intactes. Leur entraînement du FBI, combiné à la force née de années passées à affronter les intimidateurs et les bigots, s'était avéré supérieur à la brutalité ivre. La tête de Rick s'inclina en signe de défaite. Sa bravade s'était finalement brisée. L'ordre naturel dont il s'était vanté avait été bouleversé. Le prédateur était devenu proie. Daniel sortit un petit appareil de sa botte, une caméra corporelle modifiée qui avait survécu aux fouilles. D'un mouvement expert, elle activa le système de liaison du FBI, son minuscule voyant rouge s'allumant. « Qu'est-ce que c'est » balbutia Rick, louchant sur la lumière à travers son brouillard sanglant. « Votre confessionnal » dit Daniel froidement. Elle positionna la caméra avec soin, s'assurant qu'elle capturait les 3 officiers. « Tout ce que vous dites est diffusé en direct sur les serveurs du FBI et sur Internet. » Le visage de Rick se tordit de rage. « Vous bluffez, n'est-ce pas ?» Daniel brandit son téléphone, montrant le flux en direct. En ce moment même, des milliers de personnes regardent, y compris vos supérieurs. Les yeux de Kyle s'écarquillèrent d'une peur soudaine. « Éteignez-la !» Il tenta de s'élancer, mais retomba, encore étourdi par le combat. « Pourquoi » demanda Dominique, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. « Inquiet que les gens voient qui vous êtes vraiment ? Les braves officiers qui kidnappent des femmes et les menacent de mort. » Mark serra son poignet cassé, secouant la tête. « Vous ne pouvez rien prouver. »« En fait, si » dit Daniel. « Le GPS de votre téléphone vous situe ici. Les caméras de sécurité de l'entrepôt vous ont filmé en train de nous traîner à l'intérieur. Et maintenant » elle sourit froidement. « Maintenant, nous vous avons en direct. » Dominique tourna autour de Rick, ses pas mesurés et calmes. « Parlez-leur des autres femmes, Rick. Celles que vous avez terrorisées au fil des ans. Les preuves que vous avez fabriquées. Les vies que vous avez ruinées. Je ne sais pas de quoi vous parlez, cracha Rick, mais des perles de sueur perlaient sur son front. Non, Daniel s'approcha, sa voix dure. Et Maria Rodriguez. Les drogues que vous avez placées dans sa voiture avant de la déporter, la séparant de ses enfants? Ou James Washington, l'étudiant que vous avez accusé à tort d'agression? Le visage de Rick pâlit. Ce ne sont que des mensonges. Alors qu'en est-il de ce soir, pressa Dominique. Dites à la caméra pourquoi vous nous avez réellement arrêtés. Est-ce parce que nous avons enfreint des lois, ou parce que nous ne vous laissions pas nous tâter? De l'autre côté de la ville, l'agente Jenny Morale était assise à son bureau, surveillant attentivement la diffusion en direct. Ses doigts volaient sur le clavier, partageant le flux sur les principales plateformes de médias sociaux et les agences de presse. Elle avait attendu des années ce moment, documentant la corruption du département en secret. Maintenant, enfin, la vérité allait éclater. Vous vous croyez si spécial, ricana Rick devant la caméra, son état d'ébriété déliant sa langue. Venir dans ma ville avec vos insignes du FBI, pensant que vous pouvez changer les choses. C'est comme ça que ça a toujours été, comme ça devrait être. Et comment ça, Rick, demanda Daniel, sachant qu'il allait se pendre avec ses propres mots. Gardez les gens à leur place, cria-t-il. Ces rues étaient paisibles avant que leur espèce ne devienne arrogante, pensant qu'ils méritent des droits, méritent le respect. Il cracha les mots comme du poison. Kyle essaya de le faire taire, mais Rick était trop loin, trop ivre et en colère pour s'arrêter. Vous savez combien d'entre nous avons enfermés? Il continua, riant sombrement. Plantez une petite preuve ici. Malmenez-les là. Ils apprennent très vite qui commande. Morale regarda le nombre de spectateurs exploser alors qu'elle partageait le flux. Les chaînes d'information locales l'ont repris en premier, puis les médias nationaux. Le hashtag flic corrompu a commencé à devenir viral. Elle a envoyé des tuyaux anonymes à des journalistes clés, s'assurant que l'histoire ne pouvait pas être étouffée. Parlez-leur des quotas, Rick, dit Dominique doucement. De la façon de cibler des quartiers spécifiques. Quelqu'un doit maintenir l'ordre dans ces zones, grogna-t-il. Le chef le sait. Le département le sait. Diable, même votre précieux FBI le sait. Pourquoi croyez-vous que votre superviseur nous a avertis que vous appeliez? Les yeux de Daniel se plissèrent. Alors, vous admettez que le superviseur King travaille avec vous? Le cerveau ivre de Rick réalisa trop tard, son visage se tordant de rage alors qu'il réalisait ce qu'il avait révélé. Vous m'avez piégé, hurla-t-il, luttant contre les menottes. Vous m'avez trompé. Non, Rick, dit Daniel calmement. Nous vous avons juste donné assez de cordes pour vous pendre. Tout ce que vous avez dit est votre vérité, votre vrai visage.
Les portes de l'entrepôt s'ouvrirent en grand alors que des équipes tactiques du FBI et la police d'État envahissaient les lieux. Morales s'était assuré que le flux atteigne les bonnes personnes. Ce ne sont que des mensonges, cria Rick à la caméra alors que des agents l'entouraient. Ils nous ont attaqués. Ce sont les criminels. Mais la preuve était indéniable. La diffusion en direct avait tout capturé, ses menaces, ses confessions, ses divagations racistes. Des millions de personnes l'avaient regardé révéler la laide vérité derrière son insigne. Les sœurs se tenaient côte à côte, observant froidement Rick continuer à délirer. Son pouvoir était parti, arraché par ses propres mots et actions. La caméra continuait de tourner, documentant son effondrement final pour que le monde entier le voie. Vous êtes en état d'arrestation, annonça un agent senior du FBI, lisant à Rick ses droits alors que d'autres agents sécurisaient Kyle et Mark. Vous ne pouvez pas me faire ça. Rick se débattit contre les menottes. Je suis un policier. Plus maintenant, dit Dominique doucement. Daniel maintint la caméra stable, s'assurant que chaque seconde était capturée. Sur Internet, les commentaires et les partages explosèrent. L'histoire éclatait au grand jour, et il n'y aurait aucun moyen de la contenir cette fois. Au poste de police, Morales sourit amèrement en voyant d'autres officiers essayer frénétiquement de gérer les dégâts. Mais il était trop tard. La vérité était révélée, diffusée sur des millions d'écrans. Les yeux de Rick se posèrent sur la caméra une dernière fois, remplis d'une rage impuissante. Ce ne sont que des mensonges, hurla-t-il alors que les agents commençaient à l'emmener. Les sœurs se contentèrent de le regarder, leurs expressions froides et satisfaites. La justice, si longtemps refusée, était enfin rendue. Le soleil matinal brillait sur la petite ville alors que des véhicules fédéraux envahissaient les rues. Des SUV noirs et des unités tactiques convergeaient vers le poste de police, leur lumière clignotant contre les murs de briques. Des fourgons de presse bordaient les trottoirs, les caméras tournant tandis que l'histoire qui avait éclaté pendant la nuit continuait de se dérouler. Le chef d'Arnell Holt était assis dans son bureau, observant le chaos à travers ses stores. Son téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que la diffusion en direct de l'entrepôt était devenue virale. Maires, commissaires, journalistes, tous exigeant des réponses qu'ils ne pouvaient donner. Son empire de mensonges soigneusement construit s'effondrait. La porte s'ouvrit en grand. Des agents fédéraux inondèrent la pièce, armes au poing. Chef d'Arnell Holt, annonça l'agent principal, vous êtes en état d'arrestation pour complot, obstruction à la justice et violation des droits civiques. Le visage de Holt resta stoïque tandis qu'il le menottait, mais ses mains tremblaient légèrement. Les caméras de nouvelles filmèrent sa marche de la honte à travers la station. Des officiers qui le craignaient depuis des années se détournaient maintenant, évitant son regard. Certains parlaient déjà aux enquêteurs fédéraux, désireux de se sauver. Pas de commentaires, marmonna Holt tandis que les journalistes criaient des questions. Mais son image soigneusement élaborée de protecteur de la ville se brisait à chaque flash des caméras. De l'autre côté de la ville, au bureau du FBI, le monde de Robert Keane implosa tout aussi spectaculairement. Il resta figé sur sa chaise tandis que des agents des affaires internes emballaient ses récompenses et ses accréditations. 25 ans de service, dit-il doucement. Parti à cause de ses sœurs. Parti parce que vous avez trahi votre insigne, corrigea l'agent des affaires internes, déposant un épais acte d'accusation sur son bureau. Complot, obstruction, abus de pouvoir. Les preuves sont accablantes. Le visage de Keane rougit. Je protégeais des relations établies. Vous protégiez des flics corrompus qui terrorisaient des innocents, le coupa l'agent. Et vous l'avez fait pendant des années. Devant le bureau du FBI, les journalistes ont capturé la disgrâce de Keane alors qu'il était emmené menotté. Son apparence soignée s'était effondrée. Sa cravate pendait lâchement, ses cheveux ébouriffés. L'homme qui avait bâti sa carrière sur la loyauté envers le pouvoir n'avait plus personne de loyal envers lui. À la prison du comté, Rick, Mark et Kyle furent placés en cellule, leurs insignes et uniformes remplacés par des combinaisons oranges. Le visage de Rick était affiché sur toutes les chaînes de télévision, ses confessions d'ivrogne passant en boucle. Ses tirades racistes étaient devenues un symbole national de la corruption policière. Ma vie est finie, gémit Kyle dans sa cellule. Aurait dû y penser avant d'aider à kidnapper des agents fédéraux, répondit froidement son gardien. Mark resta silencieux dans sa cellule, serrant son poignet cassé. La réalité de sa situation s'enfonçait enfin. Le pouvoir qu'il avait exercé si négligemment était parti. Maintenant, il n'était qu'un autre détenu, attendant que la justice le broie. Alors que les agents fédéraux épluchaient des années de dossiers corrompus, les habitants de la ville sont descendus dans les rues. Ce qui avait commencé comme un petit rassemblement devant le poste de police a grossi pour atteindre des centaines, puis des milliers. Les habitants noirs qui avaient souffert en silence pendant des années ont trouvé leur voix. Plus de peur, chantait-il. Les sœurs Carter ont montré le chemin, Madame Washington, mère de l'étudiant que Rick avait piégé, se tenait devant la foule. Mon fils a perdu 3 ans de sa vie à cause de leurs mensonges, a-t-elle déclaré aux caméras de télévision, des larmes coulant sur son visage. Mais aujourd'hui, la vérité éclate enfin. Le juge Wilkes s'adressa aux manifestants, sa voix forte malgré son âge. J'ai vu la corruption depuis le banc, mais il menaçait quiconque osait parler. Les sœurs Carter ont fait ce que beaucoup d'entre nous n'ont pas pu faire. Elles ont tenu bon et ont exposé la vérité. Louis, le barman, dont l'enregistrement caché avait aidé à construire le dossier, reçut une ovation debout de la foule. Son bar avait peut-être brûlé, mais son courage avait contribué à déclencher une révolution. L'officier génie moral sortit du poste de police, rendant son insigne. Je ne peux pas servir dans un système corrompu, annonça-t-elle. Il est temps de reconstruire à partir de zéro. La foule s'écarta alors que Daniel et Dominique émergeaient du bâtiment fédéral. Elles avaient refusé de changer de vêtements, portant toujours les shorts et les hauts de cette nuit fatidique au bar.
Leurs ecchymoses étaient visibles, mais leur tête était haute. Les sœurs firent une pause en haut des marches, observant la scène. Des pancartes portant leur nom flottaient au-dessus de la foule. Des téléphones enregistraient chacun de leurs mouvements. Mais ce sont les visages qui les frappèrent, des visages remplis d'espoir, de vindication, de justice tant attendue. Quand ils nous ont agressés dans ce bar, déclara Daniel à la foule, sa voix portant sur la place, ils pensaient que nous serions des victimes faciles. Ils se sont trompés. Mais il ne s'agit pas de nous, ajouta Dominique. Il s'agit de chaque personne qu'ils ont terrorisée, de chaque vie qu'ils ont essayé de détruire, de chaque voix qu'ils ont essayé de faire taire. La foule rugit en réponse. Des résidents âgés qui se souvenaient de la ségrégation essuyaient des larmes de leurs yeux. De jeunes activistes levèrent les poings en solidarité. Les sœurs leur avaient donné à tous quelque chose de précieux, la preuve que les puissants pouvaient tomber. Ensemble, Daniel et Dominique descendirent les marches vers la foule en attente. Les gens tendaient la main pour les toucher, les remercier, partager leurs propres histoires d'abus aux mains d'officiers corrompus. Madame Washington les serra toutes les deux dans ses bras. « Vous nous avez rendu notre dignité », murmura-t-elle. Les sœurs traversèrent la foule, acceptant les étreintes et les paroles de gratitude. Elles étaient rentrées chez elles pour dénoncer la corruption et avaient trouvé une communauté prête à se soulever. Derrière elles, le système corrompu qu'elles avaient démasqué continuait de s'effondrer. Mais ici, entourés des gens qu'elles avaient aidés à libérer, Daniel et Dominique Carter marchaient la tête haute, intacts et invaincus. 3 semaines après les arrestations, l'ancienne salle communautaire bourdonnait d'énergie. Chaque chaise en bois était occupée, des gens debout le long des murs et débordant dans le couloir. Les planches de bois usées craquaient sous le poids de tant de corps, et la lumière du soir filtrait par les fenêtres poussiéreuses, projetant de longues ombres sur des visages avides. Maya Green se tenait au pupitre, son carnet ouvert devant elle. Les ecchymoses de son agression s'étaient estompées, mais sa détermination brûlait plus que jamais. Elle ajusta ses lunettes, balayant du regard la foule qui s'était réunie pour enfin entendre la vérité prononcée à voix haute. « Demain, mon enquête complète paraîtra dans la presse », annonça-t-elle, sa voix ferme et claire. 6 mois de recherche, des centaines d'entretiens et des milliers de documents. Nous exposons chaque fausse arrestation, chaque preuve fabriquée, chaque cas de brutalité étouffé. La foule murmura, un mélange de douleur et de vindication dans leur réponse. Un homme âgé au premier rang hocha lentement la tête, des larmes coulant sur son visage buriné. Son petit-fils avait passé 5 ans en prison pour des accusations fabriquées. L'histoire ne se termine pas avec Rick Dalton et ses acolytes, continua Maya, feuilletant ses notes. Nous avons découvert un réseau de corruption s'étendant sur 3 décennies, des juges qui ont fermé les yeux, des procureurs qui ont enterré des preuves, des politiciens qui ont profité de notre silence. Elle marqua une pause, établissant un contact visuel avec des visages dans la foule. Mais surtout, cette histoire est à propos de vous. Les mères qui ont perdu des fils à cause de fausses accusations. Les propriétaires d'entreprises qui ont payé des rançons. Les témoins qui ont été menacés pour qu'ils se taisent. Vos voix sont enfin entendues. Le juge Clarence Wilkes se leva de son siège, sa grande stature imposant toujours le respect malgré son âge. Il s'avança vers le pupitre à pas mesurés, chacun résonnant dans le silence attentif. J'ai siégé sur ce banc pendant 30 ans, commença-t-il, sa voix grave résonnant dans la salle. J'ai vu de bonnes personnes se faire écraser par un système censé les protéger. Chaque fois que j'ai essayé de parler, ils ont menacé de détruire ma famille. Il serra le pupitre, ses jointures blanchissant. Mais ces jours sont révolus. Le réseau du chef Holt est exposé. Ses alliés se démènent pour se sauver. Les enquêteurs fédéraux rouvrent des centaines de dossiers. Sa voix s'enfla d'émotion. Cette ville est de nouveau à nous. La foule éclata en acclamations et applaudissements. Les gens s'étreignaient, certains pleurant ouvertement. Madame Washington se leva, brandissant la lettre d'acceptation de son fils à l'université. Il avait été libéré et blanchi de toutes les accusations, prêt à recommencer sa vie. L'agente Jenny Morale, qui travaille maintenant avec le groupe de travail fédéral, a partagé des mises à jour sur l'enquête. 17 officiers ont été inculpés jusqu'à présent. La division des droits civiques du FBI établit une présence permanente ici. Nous reconstruisons le département à partir de zéro avec une supervision communautaire. Louis, toujours en activité depuis un lieu temporaire en attendant la reconstruction de son bar, parla de la nuit qui a tout déclenché. Quand ces officiers ont attaqué les sœurs Carter, ils pensaient que ce serait juste un autre abus de pouvoir. Au lieu de cela, ce fut leur chute. La foule se tourna alors que Daniel et Dominique Carter entraient par l'arrière, se frayant un chemin vers l'avant. Elles traversèrent le public, acceptant les câlins et les mots de gratitude. Leur présence attirait l'attention, non par la peur comme l'avaient utilisé les officiers corrompus, mais par un respect bien mérité. Daniel prit la parole en premier, son insigne du FBI brillant sous les lumières de la salle. Quand nous sommes rentrés chez nous cette nuit-là, nous n'étions que 2 sœurs désirant un verre tranquille, commença-t-elle, sa voix portant jusqu'à chaque recoin. Mais ce qui nous est arrivé était arrivé à tant d'autres. La seule différence était que nous avions la formation et les ressources pour riposter. Elle marqua une pause, regardant les visages devant elle. La justice n'est jamais donnée, déclara-t-elle, ses mots résonnant de conviction. Elle se bat chaque jour, de toutes les manières possibles. Parfois avec des insignes et des tribunaux, parfois avec des caméras et des manifestations, parfois avec le simple courage de dire la vérité au pouvoir. Dominique rejoignit sa sœur, leurs épaules se touchant en signe de solidarité. Les hommes qui nous ont attaqués pensaient que leurs insignes les rendaient intouchables, ajouta-t-elle. Ils se sont trompés. Personne n'est au-dessus de la loi, et personne n'est en dessous de la justice. Elle sourit, douce mais déterminée. Et ce soir, nous nous sommes battus pour nous tous.
Pour chaque personne qu'ils ont essayé de briser, chaque famille qu'ils ont essayé de détruire, chaque vérité qu'ils ont essayé d'enterrer. La salle fut de nouveau remplie d'applaudissements, les gens se levant. De jeunes activistes qui avaient organisé les manifestations se tenaient aux côtés de résidents âgés qui avaient enduré des décennies d'abus. Unis dans la victoire, unis dans la détermination d'empêcher que cela ne se reproduise. Maya retourna au pupitre, brandissant des copies avancées de son exposé. Demain, tout le pays saura ce qui s'est passé ici. Mais plus important encore, ils sauront comment nous avons riposté, comment une communauté a trouvé sa voie et a exigé mieux. Le juge Wilkes acquiesça solennellement. Il ne s'agit pas seulement de punir les coupables. Il s'agit de construire quelque chose de mieux. Un système judiciaire qui sert tout le monde équitablement. Une force de police qui protège plutôt que de terroriser. Une communauté où la vérité compte plus que le pouvoir. Alors que la réunion tirait à sa fin, les gens s'attardaient, partageant des histoires et des projets pour l'avenir. Les sœurs restèrent ensemble, observant la scène se dérouler. Elles avaient contribué à briser des décennies de silence, mais le vrai pouvoir résidait dans la communauté qui s'était soulevée, une fois qu'on lui en avait donné l'occasion. Enfin, alors que la soirée s'approfondissait dans la nuit, Daniel et Dominique sortirent de la salle communautaire. La rue était calme maintenant, mais pas du silence craintif d'avant. C'était un calme paisible, le genre qui vient après que la vérité ait triomphé des mensonges. Côte à côte, elles marchèrent dans l'obscurité, leurs pas résonnant sur le trottoir. Derrière elles, le système corrompu qu'elles avaient dénoncé était derrière les barreaux, son pouvoir brisé. La lutte pour la justice ne prendrait jamais vraiment fin. Mais dans cette ville, du moins, le silence avait été brisé pour toujours. J'espère que vous avez apprécié cette histoire. Veuillez la partager avec vos amis et vous abonner afin de ne pas manquer la prochaine. En attendant, j'ai sélectionné 2 histoires pour vous que je pense que vous apprécierez. Passez une excellente journée.